Nous allons aborder aujourd'hui un sujet particulièrement délicat, celui de la dramaturgie de la maladie. En effet, derrière ce que l'on appelle couramment la maladie, le malade vit un véritable drame, un véritable conflit avec l'incapacité de se dire, avec l'incapacité d'entrer en contact avec ses proches, de communiquer avec son entourage. Alors, de quoi s'agit-il? Prenons un exemple. Paul-Henri Dutoit est cadre dans une entreprise de travaux publics, poste qu'il occupe depuis un an. Dans son quotidien au bureau, il vit un conflit lancinant avec un collègue. Il n'en dit strictement rien à sa femme, car dans son passé professionnel, il connut une période de chômage qui avait fragilisé beaucoup son couple. Donc, il ne parle pas, à la maison, il ne dit rien. Et au bout de quelque temps, il tombe malade. Diagnostic médical, ulcère d'estomac. Paul-Henri Dutoit est en arrêt maladie. Le docteur Beaubreuil, son médecin traitant, perçoit en lui essentiellement la maladie, sa maladie, l'ulcère. Marie-Angélique Dutoit, la femme de Paul-Henri, perçoit en lui un malade. Elle le bichonne en tant que tel et veille tout particulièrement à ce qu'il prenne ses médicaments. Désormais, Paul-Henri Dutoit est réduit à son état de malade, malade d'une maladie, l'ulcère. Donc tous les efforts sont orientés vers la guérison de Paul-Henri Dutoit. Mais pour Paul-Henri, la situation n'est pas tout à fait la même. Son arrêt maladie, son état de malade, lui donne l'occasion de réfléchir, lui donne du répit par rapport à sa difficulté professionnelle majeure dont il est dans l'incapacité de parler ouvertement. Et par conséquent, pour Paul-Henri Dutoit, l'objectif n'est pas tellement d'être guéri, mais d'être compris. Et à partir de là, s'installe entre Paul-Henri Dutoit et son médecin, entre Paul-Henri Dutoit et son entourage, s'installe tout un jeu de non-dits, de malentendus qui peut durer et durer un bout de temps. Peut-être avez-vous remarqué cette multitude de détails que les personnes malades fournissent pour indiquer la manière dont elles sont soignées. Il est probable que ce besoin d'expliquer, de partager, correspond à l'unique part de vérité qu'elles puissent exprimer dans les conditions de la dramaturgie de leur maladie. Dans d'autres cas, il arrive que les personnes tombent malades non pas à cause de quelqu'un, mais pour quelqu'un, pour exprimer à ce quelqu'un, pour exprimer à cette personne leur mal-être, leur rancœur, leur remontrance, leur souffrance, leur doléance. Et à ce moment-là, le langage de la maladie devient une langue parlée, une langue qui se dit en mots M-A-U-X et non pas en mots M-O-T-S. Alors cette langue se met à se décliner en une multitude de reproches, en une litanie de reproches. Tu vois dans quel état tu m'as mis, tu vois ce que tu m'as fait, tu vois dans quel état tu as réussi à me mettre. Être malade pour quelqu'un prend toute sa dimension avec l'histoire de Mélanie. D'après les médecins, Mélanie est née malentendante. Donc bien sûr, toute l'attention maternelle et paternelle s'est portée sur ces petits enfants qui a été choyé tout particulièrement. Mais lorsqu'il m'a fallu comprendre plus en profondeur
l'histoire de Mélanie, j'ai regardé en radiesthésie et j'ai constaté qu'elle était née entendante et que la malentendance est arrivée à 3 mois. Alors j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé à 3 mois. Et on m'a répondu que la mère était partie travailler et que la petite Mélanie poussait des cris épouvantables, protestant contre cette séparation. Et tout au long donc de l'histoire de Mélanie, la mère était présente, plus particulièrement que le père, qui souvent était absent pour des raisons de travail. Et à 18 ans, cette petite Mélanie, à ses 18 ans, au moment où elle prend le volant de sa nouvelle voiture, elle est responsable d'un accident qui depuis la paralyse, qui la rend hémiplégique et l'empêche de vivre normalement. Et pour subvenir aux besoins de Mélanie, la mère est obligée d'arrêter de travailler et de se consacrer encore plus à Mélanie. Mélanie s'était arrangée entre guillemets, pour créer les événements de telle sorte que la mère puisse être assez à son service, à ses côtés, à temps complet. Mais alors peut-être me poserez-vous cette question. Lorsque l'on sait tout ça, qu'est-ce que l'on en fait? Qu'est-ce que l'on peut en faire? Alors la réponse est simple. Déjà, regardez du côté du décodage biologique. Et une fois qu'on a quelques notions du pourquoi, du comment, ouvrir l'œil, ouvrir l'oreille, ouvrir toute sa perspicacité et chercher à déceler, avec délicatesse bien sûr, beaucoup de délicatesse et d'amour et de subtilité dans les questions et les attitudes, chercher à comprendre le ou la malade. Et là, il y a toute une piste, toute une démarche particulièrement généreuse et particulièrement intéressante sur le plan humain et également sur le plan médical. Voilà ce que l'on pourrait répondre à une telle question. Ah, on pose ici une excellente question, la question des animaux malades. Lorsqu'un animal domestique tombe malade, il n'y a pas à hésiter une seconde. Regardez du côté des maîtres ce que l'un des deux maîtres ou le maître, s'il n'y en a qu'un seul, n'arrive pas à résoudre comme problématique personnelle. Ça peut être un excès de sensibilité, ça peut être un problème psychologique qui perdure, ça peut être un conflit qui également n'arrive pas à se résoudre, ça peut être mille choses, mais opérer une introspection et comprendre ce que l'animal prend sur lui. Nos petits animaux de compagnie à quatre pattes sont des amours sur pattes, comme j'aime à le formuler. Oui, c'est vraiment des petites merveilles, des boules d'amour. Donc, regardez du du côté psychologique et se remettre en question. À titre d'exemple, l'histoire de cette vieille chatte de 13 ans prénommée Mistigris. Mistigris souffre d'insuffisance rénale. Sa maîtresse, que nous allons appeler Madame Henriette, est une personne extrêmement dévouée pour autrui. Chaque fois que quelqu'un est en difficulté, Madame Henriette accourt, aide, conseille, se dévoue et prend extrêmement à cœur le malheur d'autrui. Et que fait Mistigris? Mistigris, voyant que sa maîtresse est dans l'incapacité de filtrer ses émotions, elle prend à son compte cette difficulté et cet excès et tombe malade à la place de sa maîtresse.
C'est un exemple particulièrement typique et il y en a bien sûr beaucoup d'autres du même type, mais celui-là me paraît particulièrement parlant. Ah oui, là c'est une question d'un tout autre ordre. Lorsque quelqu'un est sur le point de se faire opérer, il est possible qu'il soit dans une forme sacrificielle, c'est-à-dire que sa problématique est tellement enracinée, tellement ancrée, que pour lui, pour une telle personne, la solution passe en quelque sorte par l'abandon d'une partie d'un organe en tant qu'acte sacrificiel. Et à ce moment-là, bien sûr, il est important d'accompagner psychologiquement cette personne dans cette démarche courageuse.